réfléchir avec Alexandre Bande. Voilà, Alexandre Bande, que je vous présente. Donc, il est docteur en histoire, prof en classe prépa littéraire à Janson-de-Sailly, à Paris. Il est aussi expert auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et vous travaillez particulièrement sur l'articulation mémoire et histoire, et notamment dans les horreurs contemporaines et les génocides. Et puis aussi, vous organisez et vous accompagnez des déplacements d'étudiants et d'adultes sur les lieux de mémoire avec Gérard Malcassian, qui est là ou pas là, je ne sais plus, voilà, qui est là, et qui est collègue de philosophie au lycée Janson-de-Sailly aussi, voilà, et qui était intervenant dans le film. Alors, votre ouvrage s'intitule « Nouvelle histoire de la Shoah ». Nouvelle. Et vous précisez, je vous cite, nouvelle parce que vous reprenez des questions anciennes et aussi vous traitez de nouvelles interrogations qui sont portées aujourd'hui et travaillées aujourd'hui par les nouvelles générations. Et donc en des termes peut-être différents de la manière dont nous, les vieux, les anciens, disent ceux qui nous respectent, nous les vieux, on parlait et on pensait peut-être un peu autrement. Alors, pour avoir lu votre livre, nous avons le trio de la Mèche, nous avons 3 questions. D'abord, la question de Annie Plenel, qui n'a pas pu être là maintenant, aujourd'hui, qui souhaite que vous précisiez ce que vous appelez la question épineuse et polémique des rapports entre l'Allemagne nazie, le monde arabo-musulman et la Shoah. Moi, ma question, elle est double, évidemment, je parle toujours un peu plus longtemps que les autres. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous posez la question des risques qui pèsent sur la transmission, la compréhension et la pérennisation d'une histoire. Et pour moi, qui est depuis toujours donc le projet d'éradiquer, si c'est possible, le préjugé antisémite, eh bien, je voudrais que vous précisiez ce que vous appelez les difficultés et les contradictions des résistances juives. Que veut dire d'ailleurs résistance, puisqu'il y a eu 36 000, je ne vais pas toutes les citer, associations et organisations qui ont prétendu faire, qui ont fait de la résistance juive, et puis aussi la nécessité de parler clair et de distinguer résistance, aide, sauvetage, et puis aussi parler clair et distinguer racisme et antisémitisme. Aujourd'hui, cette distinction est absolument nécessaire. Et puis aussi distinguer juifs, israéliens, sionistes, culture juive, religion juive, bref, parler, comme le demande Camus, vous le savez, bien nommer les choses pour ne pas ajouter du malheur au monde. Et puisque ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment éradiquer
le préjugé antisémite. Vous organisez des voyages avec Gérard Malcassian et vous vous interrogez sur la valeur, le sens et l'utilité de ces voyages que vous n'appelez pas voyages d'ailleurs, que vous appelez déplacement. Et ça me semble intéressant. Paulette, à toi. Oui, alors moi, deux choses essentielles m'intéressaient dans ce livre, un peu dirigé par ce que je fais depuis longtemps, c'est ce que vous appelez les défis de l'enseignement de la Shoah. Alors, d'abord, je voudrais savoir pourquoi c'est un défi. Je l'ai un peu compris là-dedans, mais vous allez nous l'expliquer. Et est-ce que c'est un défi pour les enseignants seulement, ou aussi pour les associations diverses qui s'en font le relais? Et l'autre question que je trouve fondamentale, c'est l'éclairage sur les deux notions qui sont le complotisme et l'antisémitisme, qui ont l'air de se rejoindre beaucoup dans ce que vous expliquez. Et vous les désignez comme une affinité élective. Et ça nous interpelle tous parce que le complotisme, ça a l'air d'être une considération très très actuelle et contemporaine. Alors là-dessus, on serait très heureux d'avoir votre éclairage. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Merci pour vos questions, merci pour votre accueil et votre invitation. Alors, je vais déjà commencer par une chose très simple. Je ne défilerai aucunement sur les questions, mais cet ouvrage est un ouvrage dont je suis le co-directeur et le co-auteur. Nous sommes 23 auteurs et 3 co-directeurs. Donc il aurait fallu qu'il soit au moins 5 ou 6 là, parce que, en l'occurrence, sur chacune des questions que vous posez, auxquelles je vais tenter de répondre, les auteurs sont directement, ou autrices sont directement engagés. Nous, en tant que directeurs d'ouvrage collectif, on pilote, on a nos enjeux, et on va y revenir, et nos objectifs de départ. On savait ce qu'on espérait et ce qu'on voulait obtenir, et on espère l'avoir réussi, avec Pierre-Jérôme Biscara et Olivier Lalieu, qui sont comme moi des gens qui travaillent depuis 15 ou 20 ans sur ces questions. Pour Olivier Lalieu, peut-être un peu plus. Olivier est responsable des lieux de mémoire au mémorial de la Shoah, et Pierre-Jérôme Biscara a longtemps travaillé à Maison d'Isieux et a travaillé également sur la question du rapport à Auschwitz depuis très très longtemps. Alors, dans un premier temps, je ne vais peut-être pas les prendre dans l'ordre où elles ont été posées, parce qu'il y en a qui peuvent se recouper éventuellement. Ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, qu'on a intitulé, certes un peu audacieusement, mais on revendique Nouvelle histoire de la Shoah, c'était d'essayer de proposer en une vingtaine d'articles, justement, relativement brefs, entre 15 et 20 pages, une mise à jour relativement récente, actualisée, fiable, avec des chiffres fiables, parce qu'on en entend parfois qu'ils ne le sont pas, sur un certain nombre de questions qui sont relatives au processus qui a coûté la vie à 6 millions de personnes en Europe parce qu'elles étaient nées juives entre 1941 et 1944, ou début 1945, pour ne prendre que les dates du génocide, mais on sait que ça s'étend sur une période plus longue, puisque dès la fin 1939 en Pologne ou en 1940 dans le ghetto, on meurt parce que justement on est né juif. Donc on a voulu mettre à jour un certain nombre de questions, en particulier dans un premier temps toute la partie factuelle, comment ça s'est passé, quels ont été les acteurs, les étapes, la chronologie, la géographie. Ensuite, dans un second temps, on a voulu revenir, et ça m'étonne d'ailleurs que les questions n'aient pas été posées dessus, mais c'est pas grave, sur le cas de la France, et en particulier sur le rôle de Vichy. Par les temps qui courent, ça nous paraissait important de revenir dessus, sur le rôle de la coopération très étroite entre Vichy et l'occupant allemand qui a entraîné la déportation d'un certain nombre de Français, mais également de Juifs de France en particulier, mais également sur le rôle particulier de ces Français, nombreux, peut-être pas tant que ça, mais nombreux malgré tout, qui ont sauvé, qui ont caché, qui ont protégé des Juifs de France, qui fait que la France se trouve dans une situation paradoxale par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et on voulait insister, je crois que c'est quelque chose qui est assez méconnu, surtout tout moins pour les gens qui ont suivi des cours à l'école, il y a quelques années en tout cas, sur l'énorme différence qui existe entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et rappeler que la Shoah à l'Est, ça a été un processus impitoyable, et qu'à l'Ouest, non pas qu'il ait été plus soft, plus doux, plus simple, mais qu'en raison des cultures politiques locales, en raison des pratiques et en raison des traditions qui étaient ancrées profondément chez certains habitants, il y a des choses différentes qui se sont produites. Voilà, donc ça c'était un de nos axes. Un autre axe important était celui de l'ouverture vers les questions de résistance, justement, de sauvetage. Les Juifs, contrairement à ce que parfois certains enfants, certains jeunes ou certains adultes pensent,
ne se sont pas laissés mener à l'abattoir comme des moutons. Certains ont tenté de résister jusqu'au cœur du camp d'Auschwitz, sur lequel moi je travaille depuis des années, jusque dans la démarche d'entrée en résistance. André Caspi revient sur le rôle, par exemple, de ces mouvements de résistance, et avec le rôle parfois ambigu, on peut commencer par là, de certaines associations, je pense à l'UGIF, par exemple, qui aujourd'hui est fortement mise en question, l'Union générale des Israélites de France, qui avait été fondée de toutes pièces par le gouvernement de Vichy, les commissariats aux affaires juives à partir de 1941 essentiellement, et qui avait pour vocation de servir d'intermédiaire, on va dire, entre l'occupant et la minorité juive de France. Mais on peut également penser à l'ORT, qui elle a joué un rôle essentiel dans le sauvetage et l'accompagnement des enfants. Thomas Fontaine et Laurent Joly, dans leurs articles, et surtout Thomas Fontaine, montrent très très bien que la France est un des pays où les enfants juifs ont pu être, proportionnellement à d'autres pays d'Europe, beaucoup plus soutenus et beaucoup plus aidés, pas tant, et ça on doit le dire, en raison de décisions politiques, contrairement à ce qui a été dit, aucunement d'ailleurs, parce que ni Vichy, ni sa police, ni sa gendarmerie au niveau institutionnel, j'entends, n'ont pris le risque ni ont voulu jouer ce rôle, puisqu'ils accompagnaient le rôle de déportation, mais qu'à l'échelle locale, des associations, des structures religieuses, des individus. L'article de Laurent Joly insiste beaucoup sur le rôle des commissaires de police à Paris pendant la rafle du Veldiv, en montrant qu'en fonction des arrondissements, un commissaire de police qui a fait le travail jusqu'au bout a fait arrêter 80% des juifs qui étaient sur sa liste, et d'autres qui se sont débrouillés pour donner des informations et laisser le temps aux gens de se cacher ou de se sauver, on n'en a arrêté que 20. Donc pour nous, il était intéressant de proposer cette mise à jour, tout comme il était essentiel d'associer, puisque c'était au cœur de notre reportage, il revient, le processus génocidaire qui a touché les Roms et les Sinti d'Europe, en actualisant un certain nombre de chiffres et en rappelant que les Sinti et les Roms du Reich, en particulier tous les territoires qui étaient occupés par les nazis, que ce soit l'Allemagne, la Bohème-Moravie, la Pologne, l'ouest de l'URSS ont été touchés, et qu'à Auschwitz, par exemple, un camp dit des Tziganes abritait ou enfermait 23 à 24 000 personnes, et qu'aucun d'entre eux n'a survécu, ou que quasiment aucun d'entre eux n'a survécu. Donc sur cette question-là, on a également beaucoup œuvré, comme vous l'avez dit, sur les questions dites sensibles ou plus récentes. Que savaient les Alliés? Peut-on comparer les génocides? Qu'est-ce qu'on a sur ce terrain-là aussi? Et donc justement, la question du négationnisme et du complotisme est celle du lien ou de la place qu'a pu avoir, pour nous c'est une question centrale au départ, la Shoah dans les rapports entre l'Allemagne et le monde arabo-musulman. Voilà, c'était les grandes lignes générales. Alors maintenant, pour reprendre les questions, parce qu'elles ont été nombreuses et elles étaient pointues, donc on peut commencer justement par la question de la résistance, c'est celle qui me vient à l'esprit. En France, en particulier, c'est des choses qui sont rarement enseignées ou pas toujours assez. Il y a eu, à partir de la fin 41 et surtout du début de l'année 42, un double phénomène. Un phénomène qui a consisté à faire qu'une partie de l'opinion publique, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça à l'époque, a réagi négativement à tous les textes qui s'abattaient et qui visaient à stigmatiser les Juifs de France, port de l'étoile jaune, rafle de l'été 42 et du mois d'août 42 en zone non occupée, puis ensuite traque systématique au nord comme au sud des populations juives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut considérer comme acte de résistance que rappelle André Caspi, qui lui n'est pas un jeune historien, puisqu'une des particularités de l'ouvrage était d'associer de nombreux jeunes historiens et historiennes. Je ne suis pas un exemple vivant malheureusement, mais d'une manière plus générale, on a associé des collègues qui ont entre 35, 40, 45 ans, qui travaillent depuis des années, je pense à Marie Moutier, Thomas Fontaine, ou d'autres, Audrey Kichelewski, sur le sujet. Donc il y a une résistance, j'essaye de rebondir sur votre question en essayant de voir dans quel sens on peut l'orienter, si cette résistance elle a existé, elle est multiforme, il y a des gens qui sont entrés dans les maquis, il y a des gens qui sont entrés dans des associations de résistance. Moi je suis en train de travailler sur une exposition qui va être mise en ligne bientôt par la Fondation de la Résistance sur les mouvements de Carmagnole, par exemple dans la région lyonnaise, des gens qui étaient la Moy, par exemple, les résistants FTP Moy, vous avez entendu parler de la fiche rouge, c'est des gens qui étaient souvent arrivés en France dans l'entre-deux-guerres, parfois un peu plus tôt, qui n'étaient pas de nationalité française tous, mais qui étaient parfois, ou même souvent, de confession juive. Et alors la question que pose, et qui est très intéressante que pose André Caspi, c'est de savoir s'ils sont entrés en résistance parce que juifs, ou rentrés en résistance parce que militants communistes, comme il l'était souvent aussi, et est-ce qu'ils résistaient pour sauver les juifs ou pour se débarrasser de Vichy et des nazis? On voit bien que c'est difficile de répondre de façon tranchée, mais ce qui est certain, et je crois que c'est aussi un des mérites de cette nouvelle histoire, parce qu'il existe plein d'ouvrages spécifiques, c'est de montrer que, et moi qui enseigne ces questions-là depuis très longtemps, je le sais, rien n'est simple, et que de fait, quand on enseigne et quand on écrit ou qu'on historicise, on généralise,
Mais de manière générale, ce qui est compliqué, c'est que les cas particuliers, les situations particulières rendent tous les cas, enfin, les généralisations parfois hâtives et parfois audacieuses. Donc vous trouvez un équilibre entre la synthèse nécessaire et les points de précision. Ça, c'est pour la question résistance. Si je n'ai pas suffisamment répondu, vous me direz. Je peux éventuellement rebondir. Pour ce qui est des associations et de cette possibilité d'ambiguïté, justement, qu'il y a dans les associations, j'ai commencé par l'UGIF. On sait bien que c'est un peu comme les Judenrat à l'échelle des ghettos. Les nazis ont trouvé cette particularité de s'appuyer sur les communautés qu'ils stigmatisaient, qu'ils enfermaient, qu'ils envoyaient à la mort, sur des gens qui étaient de la communauté en question pour servir d'intermédiaire. Moi, je connais bien la question du GIF parce que dans le lycée où je travaille, et on travaille avec Gérard, j'ai fait un travail avec 3 collègues et des élèves, un travail de mémoire. Grâce à la neige du 16e, on a posé une plaque, on a renouvelé une plaque il y a 2 ans. Et en particulier, il y a le petit Lionel Lambert, qui était le fils de Raoul Lambert, qui était le directeur de l'UGIF de Zone Sud. Et ce que je veux dire, c'est que même si l'UGIF a joué un rôle, un double rôle, mais elle a quand même, cette association, permis de cacher, ou tout au moins d'héberger, c'était pas caché, de nombreux enfants qui ont pu être logés, nourris, alors que leurs parents avaient été déportés pendant la guerre. Et même si à la fin de la guerre, je pense au convoi du 31 juillet 1944, sur les 1300 personnes déportées dans ce convoi, il y a plus de 300 enfants qui avaient été raflés dans les foyers de l'UGIF. Donc, mais vous voyez, on parlait d'ambiguïté, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la limite entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre le blanc et le noir, n'est pas toujours claire et pas toujours aussi simple qu'on peut le dire. Mais si on pense à d'autres structures, je pense à l'OSE, l'Organisation de secours aux enfants, là c'est des associations qui ont fait on joue un rôle essentiel. Et par exemple la maison d'Isieux qui était tenue par l'OSE, etc. Et puis on peut aussi penser, c'est ce que montrait bien Cindy Biels dans un de ses articles, qu'il y a également tout un rôle, et un rôle important des associations chrétiennes, et en particulier à partir de l'été 42, quand les rafles s'engagent, on pense à Monseigneur Saliège ou à d'autres têtes éminentes de l'Église qui pourtant initialement avaient soutenu Vichy. En 40, l'Église applaudit à deux mains la victoire du maréchal, la mise en place de Vichy, et qui, non pas uniformément, on sait que le rôle de la papauté là-dessus est très critiquable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à l'échelle locale, en raison d'un certain nombre d'idéaux que partagent les chrétiens protestants ou catholiques avec leurs concitoyens juifs, il y a quand même eu en France des choses qui se sont produites, qui, sans stigmatiser personne, mais ne se sont pas produites en Biélorussie, en Ukraine ou dans les pays baltes, où la situation du rapport à l'autre était quand même très différente, et là-dessus je pense qu'un des mérites des articles qu'on propose est de préciser la chose. Alors, pour revenir, parce que à force je parle, mais j'oublie des questions, donc sur la résistance, je pense que j'ai réglé la question. Vous êtes d'accord avec moi? À mon avis, s'il y a d'autres choses, vous me dites, parce que si c'est peut-être autrement vous vouliez que je m'engage, parce que là, après, je vous dis l'article de Caspi, l'article de Dominique Trimbure sur le monde arabo-musulman, par exemple. Sur l'enseignement, je maîtrise mieux, parce que moi, je sais ce que j'ai écrit. Ce qu'a écrit Yanis Roder également sur l'enseignement et les questions de défis, peut partir de là aussi. Voilà, le défi. Enseigner la Shoah aujourd'hui et enseigner les génocides, c'est un défi dans la mesure où on a face à nous des publics qui évoluent, qui ne sont plus ceux qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans, mais en même temps on a aussi une chance, c'est que l'historiographie a évolué, et que moi, qui comme vous ai suivi des cours à l'école il y a déjà fort longtemps, comme aurait dit un héros de dessin animé, mais plus sérieusement, moi quand j'étais à l'école dans les années 80, quand je suivais des cours sur la Seconde Guerre mondiale ou sur le génocide des Juifs, et là on ne parlait absolument pas de celui des Roms et des Sinti, les cours étaient très brefs, et on avait encore souvent en arrière-plan, même si ça avait commencé à peine à évoluer, la fameuse théorie du glaive et du bouclier, Pétain qui avait tenté de sauver les Français, De Gaulle qui faisait le combat, ou alors Pétain qui était grabataire, et on mettait tout sur le dos des Allemands. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué. Simplement aujourd'hui, dans un pays comme la France, ne l'oublions pas, on a la chance de pouvoir enseigner la Shoah en CM2, en collège, 3e, et au lycée. Le déficit, il se joue à mon avis plutôt dans le supérieur, où il n'y a pas encore de chaire d'enseignement des génocides, de l'histoire des génocides ou de chaire d'enseignement de l'histoire de la Shoah. Henri Caspi avait monté quelque chose à la Sorbonne. Après, à l'échelle locale, je le sais, moi je le fais à Sciences Po Saint-Germain, j'anime un séminaire, mais c'est pas, il y a un déficit. Par contre, l'enjeu, il est là. On a des faits, on a des sources, on a des livres, on a des programmes qui inscrivent cette histoire dans les programmes, ce qui est déjà bien. Regardez à l'échelle de l'Union européenne, je ne parle pas du bout du monde, je parle de l'Union européenne, vous verrez que c'est loin d'être le cas partout. On a vu récemment qu'au Royaume-Uni, par exemple, les enfants d'une vingtaine d'années n'ont jamais rien entendu dire sur cette question-là.
On sait qu'aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup avec eux, donc je le sais, dans les écoles polonaises, enseigner la Shoah, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, l'histoire officielle que propose le gouvernement polonais de la Seconde Guerre mondiale est une histoire qui fait frémir. Voilà. Donc, faut être très clair. Et quand les Juifs apparaissent dans l'histoire officielle polonaise actuelle, ils apparaissent comme ayant été sauvés par les Polonais. Voilà. Donc, le rôle des Polonais dans les massacres, les dénonciations, les fusillades, je pense au bouquin de Jan Thomas Gross qui s'appelle Les Voisins, que je vous recommande, qui a bientôt 20 ans, mais qui reste d'actualité. Voilà, donc en France, je ne fais pas cocorico dans tous les domaines, mais sur ce terrain-là, on a cette possibilité d'enseigner et de transmettre cette histoire. Maintenant, défi pourquoi ? Défi parce que je le disais, nos élèves, et moi j'ai la chance d'enseigner en prépa, donc c'est un peu différent, mais je suis au contact de Yanis. Yanis, il travaille en Seine-Saint-Denis, il travaille au Mémorial de la Shoah depuis des années, il est en collège, donc il est dans une situation qui le met face à un public qui est très divers, qui est porteur, ce public, de mémoire et d'histoire très différentes, vous le savez très bien ici aussi, et pour autant, il fait son travail, tous les ans, il fait un travail considérable, il a face à lui des élèves qui sont réceptifs, donc le défi, il est là. D'abord, il est celui des enseignants. Si les enseignants sont formés pour transmettre cette histoire, l'histoire, elle passera, quel que soit le public. C'est-à-dire que si l'enseignant a des billes, a des atouts, a des arguments à proposer à ses élèves, même s'ils sont réticents, même s'ils sont méfiants, même s'ils se posent des questions, même si à la maison on ne dit pas les mêmes choses que dit le prof à l'école, il y a matière à faire passer un message, à faire réfléchir, d'autant que ce qui est important, c'est également pas être dans la position de celui qui sait et face à soi des gens qui ne savent pas, mais on peut également s'appuyer sur les histoires personnelles ou les mémoires personnelles, sachant que dans le système scolaire français, il y a également d'autres moments où on peut revenir sur d'autres mémoires, même si il n'est pas question ici de les mettre en concurrence, mais d'expliquer aux élèves que lorsqu'on parle de la Shoah, on ne parle pas de l'esclavage, ou on ne parle pas de la décolonisation, parce que c'est d'autres temps du système d'enseignement. Ça, c'est déjà un premier défi qui, à mon avis, un prof relativement bien formé peut surmonter. Après, les autres défis qui sont ceux du rapport, parce que ça permet de glisser à d'autres questions qui ont été posées, mais du rapport à la perception ou du rapport, du positionnement entre l'élève et les différentes communautés, en particulier la communauté juive, pose le problème de l'approche, de la diffusion sur les réseaux sociaux, par le biais des canaux que nous, enseignants, on maîtrise un peu, mais pas autant que nos élèves, de contre-discours qui sont, eux, très nuisibles. Et là, justement, là, je rebondis au-delà du défi sur la question qu'abordent Rudi Reichstadt et Valérie Gounet, puisque j'essaye de ratisser à peu près large sur les questions qui m'ont été posées. Je reviendrai sur la question du défi dans un instant, mais c'est cette question qui consiste à se dire que, aujourd'hui, pour 1 heure de cours consacrée à la Shoah, pour un lecteur de ce livre, combien il y a de visionnage sur le net d'une vidéo de certains porte-parole, je ne les nommerai pas ici, mais qui passent leur temps, justement, à vanter les uns Forisson, qu'ils ont même fait monter sur scène au Zénith il y a quelques années, je pense ici à Dieudonné tout simplement, d'autres à des porte-parole d'un antisémitisme très dur et d'un révisionnisme absolument abject. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est confronté à une réalité, c'est qu'il existe, et Valérie Gounet le montre très bien, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un négationnisme qui est porté non pas par les perpétrateurs, les nazis jugés n'ont jamais nié. Vous regardez les procès, ils ont toujours dit c'est pas moi, enfin c'est moi, mais j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire, mais ils n'ont jamais dit on n'a pas fait. Vous prenez Rudolf Höss, vous prenez le procès de Nuremberg, vous prenez les commandants d'Einsatzgruppen, dès qu'on les a jugés, ils ont ok. Ils ont même donné des chiffres parfois supérieurs à ce qu'était la réalité. Par contre, les négationnistes pensent à Racinier, dès la fin des années 40, début des années 50, puis ensuite Forisson dans les années 70, qui a quand même une tribune dans le monde. Forisson, on était à un moment où il y avait une sorte de contre-histoire. On disait d'un côté, il y a l'histoire de la Shoah, et de l'autre côté, il y a l'histoire de ceux qui disent que ça n'a pas existé. Bon, entre-temps, la loi Guesso est passée par là, on a quand même pu remettre un petit peu d'ordre dans notre paysage, mais sur le terrain, nous, en tant qu'enseignants ou en tant que chercheurs, on est confrontés à cette réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont des arguments, qui jouent sur n'importe quelle faille. Je pense aux témoignages, vous parliez des témoignages. Moi, j'ai travaillé sur des commissions de mise en ligne de témoignages au grand public. Une de nos préoccupations, parce qu'il y a des gens qui font que ça, c'est de faire en sorte que le témoignage soit en adéquation avec les faits historiques. Et on sait très bien que quand on témoigne, on peut être amené à commettre une erreur de date, de lieu, de chiffre. Et là, immédiatement, vous avez des gens qui s'engouffrent en disant, voyez, ils disent des bêtises, ils croient, etc. Donc, le complotisme, ça c'est quelque chose d'essentiel, parce que le complot juif, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et là, j'essaye, par l'esprit d'escalier, de basculer sur autre chose, mais
On le sait aujourd'hui, la thèse selon laquelle, développée par Racinier très tôt, j'insiste, Bardèche, mais Racinier et Bardèche insiste beaucoup dessus, puis ensuite Faurisson, la thèse selon laquelle les Juifs ont construit de toutes pièces le mensonge de la Shoah pour légitimer la naissance d'Israël, c'est ça l'histoire, le lien, est quelque chose qui est profondément ancré et qui continue à se diffuser fortement. Et vous me demandiez justement, c'est des articles en l'occurrence de mes collègues qui sur ce terrain sont irréprochables. Ils travaillent à un observatoire de la lutte contre le complotisme dans tous les domaines. Il fait un travail considérable, Valérie Gounet également. C'est cette porosité qu'il y a entre la négation des choses et l'idée selon laquelle ces choses n'ont pas eu lieu, mais elles sont construites de toutes pièces pour servir une cause. Et une cause qui est celle, en l'occurrence sur ce terrain-là, donc la cause du sionisme, la cause de la naissance d'Israël, etc. Donc bien sûr, c'est pas le cas et c'est pas la vision, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va retrouver un discours de ce type au sein de certaines extrêmes droites, et on va retrouver un discours de ce type au sein d'un certain nombre de radicalisation musulmane, on va dire, qui porte ce discours-là aussi, avec cette fusion qu'il peut y avoir. Et donc, on en revient à la question de l'enseignant face à sa classe. Et bien, l'enseignant face à sa classe, il a un public aujourd'hui qui est confronté à tous ces discours-là. C'est-à-dire qu'il y a le discours officiel, si je puis dire, et dans une société où on sait très bien que tout ce qui est officiel est potentiellement suspect, voilà, tout ce qui vient de l'autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit professorale, qu'elle soit étatique, et il peut être remis en question, et il y a le contre-discours officieux. Donc si on prend bien compte de ça, on arrête tout, parce que le contre-discours officieux, il est bien plus fort que nous, mais de fait, il existe. Donc j'essaye aussi, vous me direz après, parce que après je vais m'arrêter un peu, parce que c'est un long monologue, mais de répondre à certaines de vos questions. Et alors, justement, puisqu'on parlait d'une forme de complotisme, je rappelle quand même que depuis le protocole des sages de Sion, c'est-à-dire ça remonte à la fin du 19e dans l'Empire russe, l'Empire tsariste. Ce protocole, il a eu un gros succès dans l'entre-deux-guerres en France. Il a été repris par l'idéologie nazie, qui n'a d'ailleurs rien inventé de tout ce qu'elle a ensuite mis en œuvre. Quasiment tout était, si je puis dire, déjà théorisé dès la fin du Xe siècle. L'inégalité entre les races, l'espace vital, la menace juive, tout ça, ça existait avant. Hitler et les nazis ont synthétisé et généralisé ce discours-là. Mais le protocole des sages de Sion, qui laisse entendre que les juifs ont ourdi un complot, préparé un complot pour prendre le pouvoir à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qu'on va retrouver, Rudi Reichstadt montre très bien en montrant par exemple l'attaque systématique contre la banque Rothschild. On va retrouver aussi bien dans les années 50, parmi ceux qui dénoncent l'idée selon laquelle on a bien massacré ou exterminé 5 à 6 millions de personnes et accusent un des responsables de la banque de diffuser, qui est dans la presse, de diffuser ce discours-là, jusqu'à une date très très récente où, moi je me souviens très bien d'un slogan sur un des ronds-points de manifestations il y a quelques années où on associait le pouvoir politique, la finance et le fameux Rothschild à nouveau. Donc sur ce... Le président de la République. Voilà, et le président de la République, parce que le slogan était il y avait Nathalie, Miel et tout ça. Je l'utilise avec mes stagiaires, justement, avec mes étudiants là-dessus. Mais donc là-dessus, on est face, et c'est un des objectifs de ce livre, c'est de montrer que, certes, la Shoah, c'est un processus, c'est un génocide, mais qu'en amont, on a essayé de montrer que les médecins nazis avaient déjà commis des crimes absolument abominables en essayant d'éliminer les déficients mentaux et physiques dans le Reich. Notre bouquin commence par l'opération T4. Voilà. Moi j'y tenais, je me souviens, on était 3. Voilà. L'opération T4 c'est essentiel parce que les gens qui vont jusqu'à transgresser le serment d'Hippocrate, qui vont jusqu'à éliminer d'autres individus vivants parce qu'ils ne représentent pas l'idéal humain qu'on veut atteindre, sont des gens qui œuvrent aux ordres de l'État, une politique eugéniste d'État dans l'Allemagne nazie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces médecins-là et les SS qui pratiquent ces crimes, on les retrouve 2 ans après à Revno ou à Treblinka, parce qu'ils ont acquis des savoir-faire, c'est terrible à dire, des pratiques homicides, on va dire, qu'ils vont mettre en application, ou qu'ils ont mis en application sur les populations juives. Sachant qu'à partir de ce moment-là, janvier-février 40, saute une sorte de verrou, un verrou moral, où au nom d'une politique d'État eugéniste, antisémite, raciste, anti-Rome et Sinti, on peut aller jusqu'au bout de la démarche. Donc la question de la transmission, elle me paraît essentielle, et pour continuer à répondre dans le désordre à certaines de vos questions,
la question de la mémoire et la question du défi qui nous est posé à nous enseignants, et moi je reste 5, 6, peut-être 7 ans de carrière, donc moi je pense qu'il est temps, et là aujourd'hui je suis ravi que vous soyez là, mais quand je regarde de là où je suis, la moyenne d'âge du public, je me dis que la question de la mémoire, c'est bien qu'il y ait des choses qui soient faites dans les écoles, mais je pense que la question de la mémoire, elle doit se faire à la base. C'est des gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans qui peuvent faire en sorte qu'un certain nombre de choses ne s'oublient pas dans 10, 15 ou 20 ans, quand d'autres crimes ou d'autres événements dramatiques auront pu venir se superposer aux précédents. Donc les voyages, puisque vous m'avez posé la question, sur les lieux de mémoire, les déplacements, je préfère cette notion-là. Moi je comptais hier, parce que j'intervenais au moment de la Shoah devant une 60aine d'enfants, sur la question du arrivée à Auschwitz. Et puis jeudi, on commémorait à Janson, comme tous les ans, le 27 janvier. Je dois avoir effectué sur Auschwitz une 30aine de voyages. Voilà, sur l'ensemble, j'y suis allé une 30aine de fois. À Auschwitz-Birkenau. La question de ces déplacements scolaires, qu'ils soient pour des adultes ou pour des élèves, qu'ils soient pour des gens qui sont déjà initiés ou d'autres qui découvrent complètement, elle est importante, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas indispensable, on peut tout à fait suffisamment lire un livre, regarder un film, regarder un reportage à la télévision, mais elle pose la question, et là elle est posée à l'échelle européenne, voire mondiale, de la préservation d'un certain nombre de lieux. Moi je fais partie de ceux qui considèrent que pour entretenir une mémoire, pour ça que les plaques, les lieux où se sont passés des événements, tout ce qui peut attirer le regard et qui peut être expliqué par de l'histoire, mérite d'être défendu, et donc sur ces lieux chargés d'histoire, que sont, et on était avec Gérard ensemble, sur des lieux de fusillade. Vous voyez, dans le district de Cracovie, entre 42 et 43, ce sont 250 000 personnes qui sont, alors qu'au même moment, Auschwitz fonctionne et tourne, excusez l'expression, à plein régime, alors qu'au même moment, les centres de mise à mort de l'opération Reinhardt, Belzec, Treblinka, Majdanek tournent à plein régime aussi, on a fusillé 200 000 personnes, j'ai bien dit 200 000 personnes, dans la périphérie de Cracovie. Et quand je dis fusillé, c'est à côté de chez eux. Les voisins, tout le monde savait tout. On a croisé, je me souviens Gérard, un monsieur de 97 ans, une petite ville de Michouf, qui annonçait, qui expliquait à nos gamins, nos étudiants plutôt, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, alors qu'il avait à peu près l'âge qu'ils avaient aujourd'hui, puisqu'il avait à peine 20 ans. Bon. Donc, ces lieux d'histoire, si on en entretient la mémoire, je pense qu'il y a matière à laisser des traces sur les lieux comme Drancy, qui a été très bien mémorialisé il y a peu. Si vous prenez, là je parle que du mémoire de la Shoah, mais on pourrait prendre, j'ai travaillé sur Verdun ou sur la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est en rapport avec un passé, si on fixe des espaces et des lieux de discussion, si on a maintenant que les témoins disparaissent, la facilité de projeter des films, ou de mettre en contact les nouvelles générations avec ce que vous avez vécu vous, ou ce qu'ont vécu vos prédécesseurs ou vos parents et grands-parents, ça peut avoir du sens. Néanmoins, la question de la mémoire, elle n'est pas figée dans le marbre, c'est pas être négatif et de le rappeler. Un des articles que je trouve intéressant, même s'il est un peu polémique de l'ouvrage, et des Fijalkov, père et fils, qui sont deux sociologues, qui avaient lancé une enquête que la Fondation pour la mémoire de la Shoah leur avait commanditée. Je me souviens, j'étais là le jour où ils ont apporté le fruit de leur travail, c'est de démontrer qu'ils avaient fait une enquête sur plusieurs centaines d'élèves qui sont partis en Pologne avec la FMS, accompagnés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah financièrement, avec des professeurs. Et puis ils ont fait une enquête en parallèle avec, on dirait, le groupe Placebo dans la médecine, il y a des gens qui n'y sont pas allés. Et puis ils les ont suivis sur plusieurs années. L'année d'avant le départ, l'année du voyage, et 2-3 ans après le voyage. Vous voyez, c'est une enquête sur 4 ou 5 ans. Et ils leur ont posé des questions très générales, et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les enfants et les jeunes qui sont allés sur site sont venus avec des connaissances meilleures et plus profondément ancrées que ceux qui n'étaient pas partis. Ça, c'est un des points positifs auxquels on croit. Et dans l'article qu'on a rédigé conjointement avec Pierre-Jérôme Biscara, on sait que c'est une chose essentielle. Mais il pose la question, les deux Fijalkov, de l'évolution, on va dire, qui n'est pas facile à percevoir, mais du rapport à l'autre, sur l'acceptation de la différence, la tolérance, sur les grandes orientations politiques, et il laisse entrevoir, il ne faut pas tomber dans le piège négatif, mais que le voyage de mémoire n'est pas pour autant une piqûre de rappel ou une sorte de vaccin permanent. Donc nous, on est très conscients d'une réalité, c'est qu'en 1994, moi j'avais 30 ans, on a découpé des gens à la machette à quelques milliers de kilomètres de chez nous, et que la communauté internationale n'a rien fait. Qu'on a regardé des scènes abominables à la télévision, si tant est qu'on en voyait quelques-unes. On était à ce moment-là 40 ans
après la libération d'Auschwitz, 50 ans exactement, pardon, et pour autant, les choses n'ont pas bougé. Donc la connaissance, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc après, il y a l'entretien, l'activation, par le biais de semaines de la mémoire, comme celle que vous organisez, d'ouvrages, de réflexion collective, et puis un appel permanent à la conscience, au regard sur l'autre, à la tolérance, tout en sachant que faut pas tomber dans l'angélisme, dans la naïveté, qu'il y a un boulot permanent à faire, et que ce qui est fait dans cet ouvrage, on sait bien que voilà, nos éditeurs sont contents, mais quand on regarde le nombre de livres qui sont vendus, on se dit waouh. Voilà, donc, mais ils sont contents, donc, mais c'est ça l'idée. Donc je crois que j'ai à peu près réussi, c'est tout, mais sauf la question du monde arabo-musulman. Sur la question du monde arabo-musulman, on voulait, et ça je me souviens qu'on était deux à porter ce projet. Dominique Trimbur s'en est emparé courageusement parce qu'en France, il n'y avait rien là-dessus. Il n'y avait rien. Donc tout l'article, c'est vraiment un travail de fond sur des sources qui sont essentiellement anglo-saxonnes ou allemandes, ou israéliennes, pour certaines d'entre elles, ou pour des sources historiques, j'entends, ou américaines. Voilà. L'idée qui nous préoccupait, c'est qu'il y a encore aujourd'hui une thèse qui circule, et qui circule sur certains réseaux, aussi bien musulmans que juifs durs, c'est-à-dire que la droite dure israélienne, pour dire les choses concrètement, qui consiste à assimiler et associer le grand moufti de Jérusalem, Husseini, et le gouvernement nazi, en montrant que dès 41-42, ils marchaient main dans la main et qu'ils avaient un projet global, c'est-à-dire d'éradiquer les juifs d'Europe, et puis pour le grand moufti, ceux qui pouvaient se trouver encore dans la zone où ils auraient pu un jour ou l'autre, les Arabes palestiniens, avoir une influence. Bien. L'intérêt de l'article, je crois, c'est justement de démontrer qu'il y a un certain nombre d'efforts qui sont effectués par le Reich. Par exemple, je pense aux Balkans, en destination de musulmans albanais ou de musulmans bosniaques, pour essayer d'enrôler des populations dans les régiments. Il y a une ou deux unités qui se créent, mais elles sont très peu importantes. Mais un des mérites de l'article, c'est de démontrer que finalement, alors qu'encore aujourd'hui, j'insiste, c'est pour ça que c'est un article qui est un peu polémique, mais je trouve intéressant, alors qu'aujourd'hui il est encore mis en avant par une certaine partie d'une certaine opinion comme étant quelqu'un qui a œuvré pour éviter que ne se développe la menace juive, le grand moufti de Jérusalem, quand on regarde bien, il n'engage surtout que lui, il n'engage pas grand monde. Et en fait, quand on regarde par exemple ce qui se passe dans le Maghreb français, on n'a pas, alors que la majorité de la population est de confession musulmane, on n'a pas de soutien à la politique de Vichy, on n'a pas de soutien à la politique des nazis. Au Maroc, en Algérie, le Maroc c'est un peu différent parce que justement, les nazis n'ont jamais eu prise dessus, Vichy n'a pas vraiment trop œuvré pour essayer d'accélérer le processus de déportation, même si les juifs marocains ont souffert de ségrégation, d'interdiction et de stigmatisation. Mais si on prend l'exemple de la Tunisie, qui est le seul endroit où justement les nazis, en quelques mois, ont réussi à quand même arrêter et rappeler quelques centaines de personnes et trouver le moyen d'en emmener en avion, jusqu'à Auschwitz pour les gazer, les juifs tunisiens, on se rend compte que le discours pro-nazi, ce qu'espéraient d'ailleurs les nazis de faire, l'idée c'était de soulever le monde arabo-musulman contre les Anglais, ce qu'ils ont tenté de faire en Irak, ce qu'ils ont tenté de faire en Iran, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc l'idée c'était de montrer qu'il y a des questions qui se posent, il y a aujourd'hui des thèses qui circulent, mais que de temps en temps, alors il n'est pas certain que les professeurs s'emparent de ces questions-là parce qu'elle est un peu complexe, mais qu'on peut essayer, c'était notre but. Après je vais m'arrêter là et je répondrai en espérant avoir tout réglé à d'autres questions potentielles, et si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à me le rappeler. On peut tenter d'actualiser, il y a un thème que vous n'avez pas abordé mais qui pour nous est essentiel, c'est que savaient les alliés. Parce que encore hier, devant un panel de 70 enfants, de 3e et de terminale, ça n'a pas raté. C'est comment se fait-il que les alliés n'aient rien fait? Et qu'est-ce qu'ils savaient exactement? Voilà, Willy Coutin et puis d'autres qui travaillent sur le sujet expliquent très clairement que les alliés savaient. Ils ne savaient pas tout, ils ne savaient pas toutes les modalités de la mise en œuvre du processus génocidaire, mais à partir de 1942, il y a des rapports. Je pense à un télégramme qui est envoyé à Roosevelt par la Suisse, qui arrive à la fin de l'été 1942 donc sur le bureau de Roosevelt, qui est déjà en train d'expliquer qu'on commence à gazer des gens en utilisant le cyclone B à Auschwitz. Et on a déjà par la résistance polonaise des informations qui circulent dès la fin de l'année 40 sur les ghettos, dès le courant de l'été 41 sur la Shoah, par balle j'entends, et puis de l'autre côté, Staline, n'oublions pas non plus, a dès 41-42 des informations très claires. Staline, il mandate Vassili Grossman, Ilya Ehrenburg
et tout un panel de journalistes pour faire des enquêtes qui accompagnent l'armée rouge. Les soldats américains qui libèrent, qui ouvrent, qui découvrent Bergen-Belsen, qui découvrent Mauthausen, Dachau, bien sûr, eux, ils trouvent essentiellement des déportés politiques, mais ils trouvent également des gens, je pense aux Anglais qui ont libéré Bergen-Belsen, ils sont tombés sur Simone Weil. Et Simone Weil, elle était à Bergen-Belsen parce qu'elle avait été déportée juive à Auschwitz, c'est qu'elle y avait survécu. Donc la question de que savaient les Alliés, ça permet également de se dire, bon bah voilà, finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne question de se demander pourquoi ils n'ont rien fait? Parce que si on se pose la question, on a des éléments de réponse très clairs. Ils n'ont rien fait parce que dans un premier temps, il y a la différence entre savoir et croire. Et que même ceux qui rentrent, les survivants, parce que moi j'ai eu la chance, et ici je ne peux pas avoir une pensée pour ne pas avoir une pensée pour Raphaël Ezraï, qui était le président de l'UDA, qui nous a quittés il y a quelques jours, que j'ai accompagné plusieurs fois sur site à Birkenau, qui œuvrait depuis des années pour que soit entretenue cette mémoire. Il expliquait, comme tous les autres que j'ai croisés, Ida Grinspan, Ginette Kolinka qu'on a invité il n'y a pas longtemps à Janson, tous disaient la même chose. Quand on racontait ce genre de choses, les gens qu'on avait en face de nous ne nous croyaient pas toujours. Donc imaginez déjà que l'information, quand on arrive sur le bureau de Churchill ou quand on arrive sur le bureau de Roosevelt, bon, première étape. Deuxième étape, on croit, mais on fait quoi? En 1942, l'année où sont morts 2 700 000 juifs en Europe, l'année où sont morts plus de la moitié des juifs de France, avec des échelles différentes, les Alliés n'ont aucun moyen d'intervenir. Donc, vous voyez, la question de on fait quoi, elle se pose essentiellement à partir de fin 1943, courant 1944. Et là, il est certain que la réponse, elle est sans appel. Les Alliés ont d'autres buts de guerre que d'arrêter le processus exterminatoire. Le but de guerre, c'est d'écraser les forces de l'Axe, c'est d'aller taper les sites industriels. Moi, j'ai en tête les photos de la Royal Air Force ou de l'US Air Force au-dessus de Birkenau, qui survolent. On voit les colonnes de fumée de la prairie à côté du bunker 5. On est en train de brûler des gens à ciel ouvert parce que les crématoires sont en panne. Et en même temps, les avions, eux, ils se dirigent sur quoi? Sur l'usine de caoutchouc synthétique qui s'appelle la Buna, là où était enfermé Primo Levi, certains n'ont peut-être plus son ouvrage si c'est un homme, qui s'appelle Bumanovic. C'est là où on bombarde l'usine, mais on ne cherche pas à bombarder les rails, etc. Donc, toutes ces questions, elles s'entremêlent. Et je sais qu'on se laisse les poser parce que c'est souvent nos élèves ou les gens qu'on accompagne sur site qui nous les posent. Donc, je suis désolé pour ces réponses longues, mais les questions ont été pointues. Il se peut que j'y ai pas bien et pas assez répondu, donc je serai prêt à prêter le franc à la critique. S'il y en a d'autres dans le public, pour des gens qui auraient lu, qui voudraient m'interroger sur autre chose, je suis partant aussi. Rassurez-vous, les autres réponses sont plus courtes, mais là, il y avait quand même une belle brochette de questions. J'en ai oublié une peut-être? Non. Moi, je suis toujours un peu perplexe sur cette histoire de transmission et d'enseignement. Parce que, comme je l'ai dit dans le film, ça fait des années que je vais dans les écoles. Et quand je raconte ça à mes amis, en disant que depuis 2000, je sais pas combien, 2005, 2006, je n'ai jamais eu, à part une fois, mais c'était anecdotique, je n'ai jamais eu de problème avec aucun des enfants, même s'ils sont pour la plupart à Ivry d'origine, on va dire, maghrébine, en général. Jamais. Donc je suppose que les enseignants les ont bien formés, mais mes amis à l'extérieur d'Ivry ne me croient pas, parce qu'ils me disent c'est pas possible. Partout il y a des problèmes. Pourquoi est-ce que nous on n'en a pas? Parce que vous avez de la chance. Non, parce que le travail des enseignants est bien fait. J'ai commencé par là tout à l'heure. J'ai dit oui, que le travail des enseignants est bien fait, et nous on essaie de s'adapter depuis très longtemps à ce qu'est la population d'ici, quoi. En leur expliquant que, effectivement, les Juifs ont souffert, mais moi j'ai tout à fait souvenir d'une, et Sacha s'en souvient peut-être parce que je ne sais pas s'il était là, une gamine d'un collège, un jour où il y avait un témoignage encore d'anciens déportés, une gamine qui était en train de pleurer sur son siège. Et on lui a demandé pourquoi. Elle a dit, mais vous racontez l'histoire de 1939-45, mais vous oubliez de dire que ça se passe encore aujourd'hui. Moi, je suis d'origine africaine, je ne sais plus de quel pays, et mon frère est en prison. Et on ne sait pas s'il va survivre. Donc, bon, c'est un truc qui est compliqué, quoi. C'est compliqué, pas aussi simple. D'autant plus que le but n'est pas tellement de transmettre toutes les souffrances du monde, parce que le problème est là, c'est d'essayer tout en essayant de se raccrocher à des choses qu'on puisse produire, d'où la question compliquée et pointue de la notion même de génocide. Moi, je sais que depuis Lemkin, Raphaël Lemkin, qui est le premier juriste américain, enfin polonais,
venait de Lviv, de Lemberg, qui était réfugié aux États-Unis, qui souffle au procureur général de Nuremberg le terme de génocide. À l'époque, c'est un néologisme, il invente ce mot qui n'existait pas. Ça a été très long de définir ce terme, et encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'entre historiens et juristes, la définition de génocide, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on dit des Cambodgiens? Qu'est-ce qu'on dit des 6 millions d'Ukrainiens? Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, la question du génocide, c'est une question qui aujourd'hui est, heureusement l'ONU, heureusement si je puis dire, l'ONU a tranché et a reconnu les génocides dont vous parliez. Voilà, ce qui permet au moins sur ce terrain-là de se dire, mais la concurrence des mémoires, à l'église, moi je me souviens très bien d'une élève justement ukrainienne, dans un de mes cours, qui me dit, mais comment se fait-il qu'on ne parle jamais de l'Holodomor et on ouvre le débat, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas de génocide? C'est pas ici que je vais le trancher, mais vous voyez, donc la question elle est problématique. Et donc, quand on aborde les souffrances des populations, c'est certain que le registre, malheureusement depuis 1945, il est pléthorique. Mais un des objectifs justement de votre témoignage et de ces ouvrages ou du travail que vous faites, qu'on fait sur le terrain, c'est justement d'essayer de dissocier le processus génocidaire qui fait que si le frère est en prison de la jeune fille en question, je ne sais pas les raisons, mais qu'il y a une différence majeure. Et moi je sais que, entre des gens qui meurent pour ce qu'ils ont fait et des gens qui meurent pour ce qu'ils sont. Voilà. Et ça, une fois qu'on a gagné ça avec les enfants, ou avec les jeunes, ou avec les adultes, il y a une différence. Moi, quand je montre des photos de l'album d'Auschwitz, qu'on voit ces gens qui descendent des wagons, dans lesquels il y a des femmes, des enfants, des bébés, avant-hier, je parlais de Jean Lévy. Jean Lévy, il était à Janson, il avait 8 ans, il était dans les petites classes du lycée. Il est arrêté avec sa mère, il est déporté avec sa mère Violette, et il est exterminé à Birkenau. Jean Lévy, il n'a rien fait à personne. Voilà. Le résistant, Daniel Casanova, dont on parle dans le film, c'est une résistante courageuse qui sait que si elle se fait prendre, elle risque des souffrances terribles. Donc il n'est pas question ici de hiérarchiser les souffrances, mais de rappeler à un élève que le Tutsi qui a été assassiné par son voisin, parfois son proche de la famille, parce qu'il était né Tutsi, il se rapproche ici du Tzigane qui a été arrêté déporté parce que Tzigane, ou du Juif arrêté déporté parce que Juif, ou de l'Arménien arrêté. Voilà. Et on est différent. C'est pas un crime. On n'est pas dans la. Par exemple, si vous prenez les bombardements, parce que parfois, on parlait de choses concrètes. Des gamins qui vont dire mais Gaza, ok, on en parle de Gaza, Palestine, Gaza, occupation, Israël, mais c'est un autre souci, c'est un autre aspect. On est au mauvais endroit au même moment, on est tué par une bombe ou une balle ennemie, mais on n'est pas dans un processus qui fait qu'à un moment donné, tous les gens. Vous voyez, donc là on est sur un point où le prof, j'en reviens, j'ai commencé par là. Et j'ai commencé par là parce que j'interviens modestement chaque année face à une quarantaine de certifiés d'agrégés d'histoire géo à l'INSPE de Paris, c'est l'Institut de formation des profs. Et ma première question, quand je les vois, c'est depuis combien de temps vous n'avez pas entendu parler de la Shoah? Le thème de la formation, c'est enseigner l'histoire et la mémoire de la Shoah. Eh bien, 95% d'entre eux me répondent depuis ma classe de terminale. Et c'est des gens qui ont entre 25, 27, 28 ans. C'est-à-dire que dans les concours de l'enseignement supérieur à CAPES ou agrégation, vous n'avez jamais aucune question sur ces questions-là. D'accord ? Éventuellement par la bande, dans le sens où il y a un sujet sur la guerre ou sur la Seconde Guerre mondiale, ok. Mais je me souviens avoir participé dans un colloque qui s'appelait Hommage, l'histoire du judaïsme, une tâche sombre, une tâche aveugle dans l'histoire. Et la question de l'enseignement, elle est posée très tôt. Donc si les profs ne sont pas formés, aussi bien à enseigner la Shoah que les autres génocides, par exemple, la place du génocide arménien dans les programmes scolaires, elle est résiduelle. La place du génocide des Tutsis, elle est résiduelle. Celle des Roms et des Sinti, elle s'est imposée récemment. Donc le premier travail, c'est d'avoir des gens formés. Associations, c'est bien, elles font le travail. Les témoins, ils font ce qu'ils peuvent à côté, et on sait qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais l'avenir passe par l'enseignement. Hein. Et c'est pas les. Je dis pas ça parce que je suis prof, moi je vais bientôt finir, c'est pas mon souci. Mais je parle pas pour moi, ce que je veux dire, ça passe par une formation rigoureuse de gens dont l'éducation nationale doit se dire qu'entre le lycée et le concours de prof, il devrait y avoir quand même des étapes importantes. Le mémorial de la Shoah, je vous signale, fait des phases de formation de gardiens de prison, des phases de formation d'officiers et de commissaires de police. Donc je veux dire, la formation, elle peut toucher tous les institutionnels. Et d'une manière plus générale, toucher tous les gens qui pourraient être amenés un jour ou l'autre à stigmatiser ou à discriminer. Et moi, mes copains et collègues du CNU Mémorial, quand ils forment les policiers, ils ne disent pas on lutte seulement contre l'antisémitisme, on lutte contre toutes les formes de discrimination. Je m'arrête là. Il doit y avoir des questions. Oui, pardon. Vas-y. Allez-y, bien fort, comme ça doit marcher. Est-ce que quelqu'un peut apporter ce qui m'interpelle, c'est à votre avis, pourquoi on ne parle pas suffisamment de cette période-là à ces jeunes professeurs? Parce que moi, j'ai le souvenir, un petit peu comme vous, à l'école,
D'ailleurs, il y a un film qui m'a marqué et que le Luxi a repassé il y a quelques années avant le Covid, c'est Nuit et brouillard. Et je trouve que ce film, il est vraiment sensationnel. Genre, je l'avais vu, j'avais 15 ans, je l'ai revu, j'avais même pas 50 ans, et il m'a marqué autant pourquoi on ne le montre pas suffisamment, et pourquoi vous, en tant que professeur, vous véhiculez pas ça, il faut en parler plus. Pourquoi on n'en parle pas plus de ça? C'est ça qui m'interpelle. Alors, de ça, quand vous dites ça, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de la Shoah. Ça, nous, on fait ça dans le cadre de nos programmes. Bon, en prépa, j'ai la chance de ne pas avoir de programme tout au moins en première année, donc je peux éventuellement trouver le moyen de le caser de temps en temps dans le cadre des programmes que je propose à mes étudiants, mais c'est très aléatoire. Après, sur la projection de films, je sais que mes collègues, et sur le cinéma et la Shoah, là, je viens de présenter les leçons persanes qui est sorti il y a peu. Moi, je pense que le fils de Saul, ça devrait être un outil de travail essentiel pour les professeurs de première et de terminale, pas en dessous. Hein. Mais après, il y a le problème du cinéma, c'est un autre sujet, on pourrait faire un débat à part entière, parce que sur Nuit brouillard et Grenelle, il y a beaucoup à dire. C'est un mélange, on mélange tout. Enfin, il y a des images et on joue sur. Alors là, vous disiez, je reviens sur ce que disait madame, pourquoi quand un témoin, enfant caché, survivant, intervient généralement dans la classe, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, même quand les élèves n'adhèrent pas toujours au discours, c'est qu'il y a le contact direct avec celui qui a vécu. Bon. Et deuxièmement, il y a un point essentiel, et là-dessus on en parle aussi, c'est la question de l'émotion. Voilà. Nuit et brouillard, ça suscite l'horreur. Voilà, c'est horrible, il y a des cadavres, Bergen-Belsen, ok. Mais l'émotion, c'est bien, mais l'émotion sans la connaissance, c'est l'émotion sans savoir pourquoi elle est générée. Et sans le commentaire. Et sans le commentaire qui va avec, c'est compliqué. Donc, justement, nous, on pense que quand on va sur un lieu de mémoire, un élève peut demander à se recueillir, un élève peut pleurer. Hier, j'ai échangé encore avec un Ocagneux qui était sur place, qui me disait « Moi, là-bas, ça m'a rien fait. » Je lui dis « C'est pas grave. Moi, les lieux m'ont rien fait. » Puis d'autres qui ont besoin de prier, ou de se recueillir, ou qui se mettent à pleurer d'un coup, ok. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de tolérer et de comprendre cette émotion, mais également de transmettre un savoir. Alors, or, le cinéma, comme tout le reste, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le savoir. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, on a une cohorte, on a de plus en plus de mal à recruter des profs, vous le savez, hein, de jeunes gens qui arrivent sur le métier et qui ont face à eux des gens qui sont quand même, des jeunes gens qui sont quand même très physiques, voilà, qu'on a beaucoup de mal, on n'a pas parlé des téléphones portables, mais voilà, faire court aujourd'hui sans qu'on ait un auditoire, là aujourd'hui vous êtes exceptionnel, hein, j'en ai pas vu un ou presque pas, et je ne surveille pas mais sortir son téléphone, mais je veux dire, face à un auditoire de 40 à 50 cagneux, c'est quelque chose d'excessivement difficile, même je parle de cagneux ou de profs conformes. Donc voilà, on est confronté à tous ces éléments-là, mais un des points essentiels c'est de se battre pour que ça reste dans les programmes. Je me souviens de Serge Carsol qui intervenait dans une conférence en 2017 et qui nous disait très clairement que rien n'est gravé dans le marbre et qu'en fonction des évolutions politiques de notre propre pays, les choses peuvent bouger très vite et je ne vise personne en particulier, mais vous avez compris à qui on peut songer précisément pour que, une fois arrivé au pouvoir, une réécriture de l'histoire soit engagée. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de certains États européens, la Hongrie ou la Pologne, pour savoir que ça va très très vite. Moi, dans notre cas, on a deux Hongrois, dont un des deux est juif hongrois, qui était avec nous en Pologne, qui nous a dit mais c'est fou, parce qu'en un an, avec vous, on a entendu plus parler de cette histoire qu'on n'en a jamais entendu parler de toute notre scolarité hongroise. Donc, vous voyez, on parle d'Union européenne, on parle de construction européenne, mais sur la mémoire des génocides et la mémoire de celui qui est constitutif quasiment de l'Europe, qui a été la Shoah, il y a encore un travail énorme à faire et qui n'est pas fait. Voilà, donc nous, en France, on fait ce qu'on peut. On a la chance, je vous dis, d'avoir des programmes qui permettent quand même, grâce aux associations, grâce, je veux dire, les Klarsfeld, les Dievorka, à l'échelle, voilà, des gens comme Henri Rousseau, on fait un travail comme Denis Péchanski, on fait avancer cette question-là. Mais rien ne dit que dans 15, 20, 30 ans, elle sera tout aussi avancée. Donc le combat, il est permanent. Moi, j'ai eu la chance d'être modestement interrogé il y a 2 jours sur le plateau de France 24. J'ai terminé là-dessus en disant, c'est un combat de tous les jours et il est permanent. Maintenant, il y a un problème de passage de témoins, quoi. Maintenant, il faut trouver une génération de jeunes profs et de gens qui seraient capables, qui ont envie de porter ces paroles, quelles qu'elles soient, de souvenirs et de mémoire, et d'histoire. Parce que sans histoire, il n'y a pas de mémoire. Voilà. Quand on est devant une plaque et qu'on voit une liste de 10 noms, si on ne sait pas à quoi ça correspond, on passe devant et on passe à autre chose. Voilà. Donc, on milite, nous, et je parle de tous mes collègues, pour ce lien entre les deux. Voilà. Moi, je veux juste rajouter ce que vous avez dit sur l'importance de la connaissance de l'histoire, de la connaissance historique, mais comment cette connaissance historique peut-elle frapper et essayer d'éliminer
le préjugé ancien et renouvelé du complot qu'on trouve sur les réseaux sociaux, et pas seulement sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. etc. L'histoire du complot, c'est quelque chose. Comment la connaissance historique peut-elle interdire, je ne sais pas comment interdire. Alors, moi, je vais être assez peu optimiste sur le terrain. Je vais dire que s'il n'y a pas la connaissance historique, le complot se diffuse encore plus vite. Oui, mais avec la connaissance historique, c'est nécessaire mais pas suffisant, pour reprendre une formule mathématique. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y en a pas, alors là, les théories complotistes en tout genre, sur le 11 septembre, sur le début de notre épidémie actuelle, on sait que ça complote dans tous les domaines, tout le monde complote tout le temps, mais néanmoins, ce qui est intéressant sur ce terrain-là, 11 septembre, Covid, naissance d'Israël, qui est-ce qu'on retrouve derrière à chaque fois, ce que montre très bien Rudi Reichstadt? Les Juifs, tout le temps. Et je crois est paru il y a quelques jours dans notre belle presse une enquête et un sondage fort révélateur d'un certain nombre de persistants, justement, d'a priori, de poncifs, de on-dit à propos des Juifs en général, qui montrent bien que, alors qu'on est en 2022 et que sur le terrain les choses se font, c'est pas gagné. Donc, le seul moyen de lutter contre le complotisme, je ne le connais pas. Mais le seul moyen d'empêcher qu'il balaye tout et qu'il s'empare même de gens qui ont de la raison, qui ont fait des études, parce que les complotistes, c'est pas tous, ce sont des gens qui cogitent, quoi. C'est de continuer à proposer un contre-discours, et que ce contre-discours faudrait, et c'est là où c'est intéressant, je sais que l'éducation nationale a commencé à le faire, mais pouvoir être présent également sur les réseaux sociaux, pouvoir réagir sur des réseaux comme TikTok ou autre chose, et rebondir systématiquement à partir du moment... Moi, je sais que je suis sur un seul réseau LinkedIn. Moi, j'étais vent debout tout l'été dernier quand je voyais des posts avec des étoiles jaunes de gens qui se prétendaient privés de leur liberté et qui se comparaient aux Juifs des années 40. Et là-dessus, on peut, si on va... Mais après, pour être honnête, les gens avec qui on discute ne sont absolument pas audibles, n'entendent pas ce que vous voulez dire. Donc voilà, il faut avancer et se dire que on touche du monde et que parmi tous les gens qu'on touche, parce que moi j'ai la chance d'avoir des retours d'étudiants, de gens qui sont partis avec moi, ceux-là, a priori, ils ont des choses qu'ils ont en tête. Une autre question? Oui. Je voudrais poser une question qui touche aussi beaucoup l'association, à mon avis, qui est la connaissance de comment a réagi la société locale quand les enfants ont été arrêtés. Parce que ça, c'est une dimension. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure, monsieur, qu'il y a des associations, et on distingue fort heureusement les différentes associations. Bon, ça, c'est une chose, mais on le sait en général. Mais localement, c'est extrêmement important de faire savoir aux jeunes générations comment les générations qui ont vécu ces questions-là ont réagi, ont essayé de protéger, en l'occurrence, les enfants, et donc parfois les adultes. Il me semble que c'est le travail que fait Michel Roux. Oui. Et là, Michel Roux? Oui, elle est là. Ok. Et vous faites avec les archives, c'est ça? Oui. Attendez, on va vous donner un micro. Bonjour. Sur la question de l'arrestation des enfants qui s'est produite plutôt lors de la rafle du Veldiv, en fait, on a très peu d'éléments. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu un quart devant la mairie et qu'il y a des gens qui ont vu des familles partir dans ce quart. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, on n'a pas de traces de manifestations pour essayer de dire, de faire, de signifier quelque chose devant ce qui était en train de se passer. Par contre, là, par exemple, Philippe Potchengai, que vous avez à l'écran derrière vous, qui a été déporté à 14 ans, ses deux sœurs étaient donc plus âgées qu'elle, et c'est pour cela qu'elles n'ont pas été déportées. Mais les deux, en fait, ont quand même vécu quelque chose qui montre qu'il y avait le souci de leur éviter cette déportation, puisqu'il y en a une qui est allée
Veldiv essayait de donner quelque chose à ses parents et un policier a dit mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en. Et puis l'autre sœur, quand elle est arrivée dans l'appartement, dans l'immeuble, il y a une voisine qui l'a prise et qui lui a dit viens plutôt par ici. Donc, voilà, c'est des petites choses que l'on sait, mais on ne connaît pas tout. Non, mais le degré de sauvetage des Juifs d'Europe, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Quand on regarde les proportions, Raoul Hilberg a fait déjà un tableau dans les années 80, aujourd'hui on peut l'affiner un petit peu. Prenez les Juifs lituaniens, 95%, les Juifs polonais, 90%. Je parle de ceux qui ont été exterminés pendant la Shoah. Les Juifs français, c'est 30%. Voilà. Donc il y a une réalité dans laquelle après les révisionnistes peuvent potentiellement s'engouffrer, mais la réalité, elle a plusieurs explications possibles. Et je les ai déjà dites, je les reprends. Il y en a une qui est liée à la situation militaire. Les SS et les nazis en France ont d'autres priorités que de traquer les Juifs, parce qu'en plus ils sont à ce moment-là en train de combattre à l'Est, et leurs forces sur le terrain sont en train de combattre les résistants et d'attendre les Américains. Et donc sur qui ils s'appuient, ce que montre très bien Laurent Joly, pour le faire sur Vichy. Et Laurent Joly, dans cet article qu'il nous a proposé là, termine en disant que si la police française avait fait moins de zèle, il y aura encore eu moins de Juifs déportés en France, parce que les Allemands sont à la baguette, Auberg, Dannecker, etc. Mais sur le terrain, à part quelques contre-exemples comme Barbie en région lyonnaise, qui va chercher les enfants à Lisieux, mais sur le terrain, c'est la police et la gendarmerie française qui fait le boulot. D'accord ? Donc après, ce qui se passe, la deuxième différence, elle vient de l'état d'esprit qui règne avant la guerre. La France est une démocratie, et la France est un état de droit. Et que, quoi qu'on dise sur Vichy, et quoi qu'on dise sur Pétain et Laval, l'État existe. Et cet État, il essaye, dans un certain nombre de... C'est un peu compliqué, mais je réponds à votre question, d'exister en discutant, en négociant, en disant on va vous donner cela, puis comme dit Laval, on va vous envoyer des enfants avec, au départ, parce qu'il n'y avait pas prévu les Allemands en 1942. Alors qu'à l'Est de la Pologne, à l'ouest de l'URSS, il n'y a plus d'État. C'est des zones de non-droit. Il y a des ouvrages de quelqu'un qui s'appelle Timothy Snyder, qui a très bien montré, dans Terre de sang et Terre rouge, que là, à la fois la violence stalinienne d'un côté et la violence nazie de l'autre côté, se font, mais alors, dans des proportions où il n'y a aucun regard extérieur, aucun... Et donc, en France, il y a un État qui, sans protéger, peut éventuellement mettre en avant les choses et puis tenter de les freiner par ailleurs. Et puis après, il y a la culture locale, comme vous le dites très bien. Le voisinage, les gens qui vont... je vous le disais, je prends un exemple parce que je trouve marquant de commissaires de police, de gens qui ont des responsabilités, des gendarmes, des gens qui, à l'échelle des classes, moi dans les lycées on voit très bien, qui vont avoir tendance à essayer d'exfiltrer ou de protéger leurs élèves juifs dont ils savent qu'ils sont potentiellement menacés, puis d'autres qui vont laisser faire les choses, voire même aller jusqu'à les dénoncer. Mais à l'échelle française, sans faire de tous les Français, comme on a trop longtemps tenté de le faire, des justes devant les nations, il y a quand même eu, on en sait quelque chose, des choses qui ne se sont pas produites à l'Est. Et donc l'avantage, enfin je reviens au livre, mais l'article de Cindy Biest qui revient sur aide et sauvetage en France, et l'article de Marie Moutier qui revient sur aide et sauvetage en Russie, enfin dans la zone occupée par les Allemands de l'ouest de l'URSS, sont sans appel, sans appel. Être caché, être sauvé à l'Est de l'Europe, c'est quasiment impossible, impossible. Être sauvé et caché, aux Pays-Bas, c'est dur. Aux Pays-Bas, pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a un État qui n'existe plus, ce sont les SS qui administrent les Pays-Bas directement. Et donc qui ont mis des moyens bien plus forts, et Anne Frank le sait très bien, sa famille le savent, et une population qui est en porte-à-faux. Mais l'antisémitisme en France, qui était fort chez certains Français, il n'était pas non plus ultra dominant dans toutes les catégories de la société. Donc, si on prend tous ces paramètres, et ça je pense que c'est un des enjeux essentiels, c'est de démontrer aux générations futures qu'à un moment, on a le devoir de dire non. Voilà. Alors, en ce moment, il faut faire gaffe aussi, parce qu'il y en a certains qui connaissent bien le devoir de dire non dans tous les domaines, donc il faut faire attention sur quoi on joue, mais il y a quand même sur ces questions qui sont celles de ce qui est inique, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est plus acceptable pour une conscience individuelle, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit responsable de l'armée, à un moment ou à un autre, il faut dire non. Et en France, ce qu'on observe, c'est qu'au-delà d'une forme de neutralité, une forme de nonchalance d'une partie de la population, il y a eu des structures associatives, des structures confessionnelles, des structures syndicales, des structures militantes, politiques, qui ont pu permettre de sauver un peu plus de monde qu'il y en a dans d'autres régions d'Europe. Voilà. Sans tirer obligatoirement les choses de façon glorieuse, je ne reviens pas sur tout ce qui est négatif, voilà. Mais je pense qu'une des façons d'attirer les jeunes, c'est de leur montrer qu'on peut. Et alors, si on prend l'exemple d'un autre génocide que je connais un peu, qui est le génocide Tutsi au Rwanda, là aussi,
C'est-à-dire que les quelques-uns qui ont pu passer à travers les mailles des génocidaires sont des gens qui ont été protégés, qui ont été cachés, et dont on a tenté de taire l'appartenance à la communauté Tutsi au moment du génocide, quoi. Voilà. Et je pense que si on fouille un peu, et je suis sûr que c'est le cas, pour les populations arméniennes de l'Empire ottoman, dans des proportions moindres, parce que le processus de détestation était ancien, on peut éventuellement trouver des choses comme ça, mais inversement, je termine, l'oncle des Vivorca qui s'appelait Roger Perelman, déporté à Auschwitz, il a témoigné en 2005 dans une série d'articles dans Le Monde, il a fait les marches de la mort, il est laissé pour mort après avoir été fusillé, il survit, et il est caché par qui? Par une famille de Polonais. Donc vous voyez, et d'ailleurs, à Yad Vashem, enfin en Israël, le plus grand nombre de justes devant les nations sont de nationalité polonaise. Vous voyez, tout est compliqué. Voilà, tout est compliqué.